Bonjour à tous. Merci de de se joindre à nous cet après-midi pour ce webinaire. Ce webinaire, il s'inscrit dans la démarche du projet de l'annexe verte espèces protégées et habitat d'espèces qui est mené en Normandie. Il est destiné aux personnes qui ont contribué à l'établissement de l'annexe verte espèces protégées et habitat d'espèces, que ce soit par leur participation aux ateliers, que ce soit lors des consultations. Euh, Ont aussi été invités les membres des instances qui seront invités à rendre un avis lors de la procédure d'approbation de l'annexe verte. Il y a aussi quelques personnes d'autres régions qui ont souhaité se joindre à nous. Donc, on les remercie. On vous remercie tous d'être présents et de témoigner de l'intérêt pour cette démarche expérimentale. On la mène depuis novembre 2023. C'est un projet qui est issu de la feuille de route nationale travaux forestiers et habitat d'espèces et protection d'habitat d'espèces protégées réalisée sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Écologie. Dans ce travail ont été associés les organisations professionnelles de la filière, les opérateurs de l'État, euh, le, les associations naturalistes et les propriétaires forestiers. On reviendra sur ce point lors du webinaire. Avant de commencer, je tenais aussi à préciser que ce webinaire est enregistré. Il sera mis à disposition sur notre site internet lorsqu'il sera prêt, donc d'ici une ou deux semaines normalement. Alors, il y a d'ores et déjà deux questions, peut-être pour des problèmes de confort. Vous n'avez pas l'accès au micro. En revanche, vous pouvez indiquer vos commentaires, donc Pierre, Florentin et Bastien, via le chat. Pour le moment, j'ai pas de message dans le chat. Si, ou si c'est une erreur d'avoir levé la main, je sais pas. Bon, ben, les mains resteront levées. Ah, le chat est activé. Ok, je vais essayer de Merci, voir Marius. ça. Euh, étrange. Normalement, tout le monde peut accéder au chat désormais. Bastien, reste ta main levée. Ah, mais moi, je peux faire un test avec le chat, en fait. J'auto-reçois mes tests. Ok. Bon, bah, je pense Mhm. qu'on peut y aller. Je vois juste. Questions-réponses du coup. Non, pas de chat du côté des spectateurs. Bah oui, Marius, tu as raison. On peut utiliser au pire l'onglet questions-réponses. Ok, merci. C'est étrange parce que ça met au panier. Enfin, Ouais, pourtant, c'est c'est ouvert à interne. tout le Je monde. pense que ça, il n'est pas ouvert à tout le monde. Donc effectivement, on va utiliser le questions-réponses Mais est-ce que du coup, pour vos tout le monde échanges. voit les questions-réponses de tout le monde ou il y a que nous qui avons accès? Parce que ça. Le principe, c'était que tout le monde voit, donc ça perd un peu de son intérêt. Ouais, mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je réponds. Donc, on règle juste ce petit souci technique et ensuite, on laissera la parole à. Ah oui, nous les voyons. Merci Alexandra. Donc, si c'est tout bon, je peux lancer la suite. On peut y aller. Hop. Donc, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Latam, qui est notre vice-président du conseil de centre au CNPF Hauts-de-France Normandie. Théoriquement, vous m'avez donné la main, donc je pense que vous m'entendez. On vous entend. Parfait. Ben, un grand merci à vous tous, comme l'a dit Claire-Vie, d'être présents.
et de l'intérêt que vous montrez à ce webinaire. Nous sommes plus de 70 aujourd'hui, représentant aussi bien les propriétaires forestiers que l'administration, que nos partenaires forestiers. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ces annexes vertes tous ensemble pour essayer de sortir quelque chose un compromis qui satisfasse l'ensemble de la profession. On est bien avancé, parce qu'on a même voté cette annexe verte en conseil de centre à l'unanimité, donc des représentants des propriétaires forestiers. Et maintenant, comme le dit Clairvy, d'expliquer le suivi, et Pauline va vous expliquer comment maintenant ça rentre dans les tuyaux pour quelques améliorations encore qui peuvent être apportées, si nécessaire, à ces annexes que l'on a travaillé quand même depuis très longtemps. Donc, vraiment, merci de votre intérêt pour votre présence aujourd'hui, et je vais relaisser la parole à Clairvy et Pauline pour nous suivre ce webinaire. Merci. Donc du coup, pour se présenter, Claire Villegal, je suis la chargée de mission annexe verte espèces protégées et habitat d'espèces. Donc ce projet, c'est le cœur de mon travail. Et Pauline. Je suis Pauline Martin, je suis ingénieure document de gestion durable et environnement au CRPF sur la Normandie. On est également accompagné par Guillaume Riellan, directeur adjoint du CNPF France Normandie, qui va pas tarder à nous rejoindre, mais qui était retenu par une réunion. Du coup, pour discuter un peu plus concrètement de ce qu'on va voir aujourd'hui, vous avez le sommaire. La discussion va se faire en 2 parties. Donc on va vous présenter une première partie, plutôt autour du contexte du projet et de la méthodologie. Après quoi, on aura un temps de questions-réponses. Donc vous pouvez mettre vos questions dans le chat à mesure qu'elles vous viennent. On prendra un temps pour y répondre. Et ensuite, on attaquera une deuxième partie qui portera plutôt sur le contenu de l'annexe qu'elle est aujourd'hui. Et, euh, et après quoi, vous aurez encore une fois un temps de questions-réponses. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre vos messages dans le chat à mesure qu'ils vous viennent. Alors du coup, pour rentrer dans le cœur du sujet, quel est le contexte actuellement pour les espèces protégées? Donc depuis 1976, il existe une loi de protection des espèces et de leurs habitats. Elle est traduite dans le Code de l'environnement par les articles L411-1 et suivants. Elle est valable partout, tout le temps. Son application en forêt, elle se traduit par beaucoup d'incompréhension, des doutes, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire. Et c'est pourquoi, pour remédier à ces doutes, le projet expérimental de l'annexe verte, qu'on surnomme AVEF, vous entendrez probablement ce nom à un moment ou à un autre dans le webinaire, donc préfère le préciser dès à présent. C'est pourquoi donc ce projet annexe AVEF est conduit depuis fin 2023 sur le territoire normand. Donc, quand on regarde ce que dit la loi, ce que vous avez d'affiché sur la diapo, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui peut être verbalisable, c'est le dérangement d'une ou plusieurs espèces en période sensible, que ce soit la reproduction, l'élevage des jeunes ou encore l'hibernation. Ça peut être la destruction des nids ou des arbres porteurs de nids. Ça peut être la destruction directe d'une espèce protégée. Et donc voilà pour ce petit contexte. Alors, qu'est-ce que c'est une annexe verte? Une annexe verte au SRGS, c'est-à-dire Schéma régional de gestion sylvicole pour la région Normandie. Elle est définie par l'article L122-7 du Code forestier. C'est avant tout un outil de simplification administrative des procédures pour faciliter l'intégration de certaines réglementations aux documents de gestion durable, que sont d'une part les plans simples de gestion et d'autre part les règlements types de gestion. À l'échelle de la Normandie, donc en Normandie, on a 323 000 hectares de forêt privée normande. Il y en a 168 000 qui doivent être dotés d'un plan simple de gestion, c'est-à-dire qui dépassent le seuil de 20 hectares, qui oblige le propriétaire, s'il veut intervenir dans sa forêt, à avoir un document de gestion durable. Au 31 décembre 2025, on compte 2188 PSG pour couvrir 161 000 hectares et 123 adhésions à un FTG pour un peu plus de 2000 hectares. Donc, c'est à ces surfaces-là que s'appliquera l'annexe verte espèces protégées et habitat d'espèces. Il faut quand même noter que de par sa construction, sa co-construction et puis sa validation au niveau ministériel, les éléments techniques qui figurent au sein de l'annexe verte pourront être utilisés dans les autres cas de la gestion forestière, donc hors document de gestion durable ou dans les codes de bonne pratique sylvicole.
Pour construire ce document, cette annexe, il y a une méthodologie qui a été mise en place au sein d'un cahier des charges qui est issu du comité des parties prenantes au niveau national de la feuille de route. Donc, ce cahier des charges indique la création de deux comités pour l'établissement de l'annexe verte. Un comité large qu'on appelle le Forum des contributeurs dont vous faites partie aujourd'hui, et un comité plus restreint qu'on appelle le GT de production, qui sont des personnes relais du Forum des contributeurs. Au niveau des personnes qui participent au projet, elles sont regroupées au sein de quatre pôles d'intérêt, de compétences. Le premier pôle, ça va être celui qu'on a appelé élus ou propriétaires. Donc, c'est les élus du conseil de centre du CNPF de Normandie. Ça va être des propriétaires forestiers, Fransilva, qui est un syndicat. Et ensuite, le deuxième pôle, ça va être les opérateurs forestiers. Donc, on va retrouver coopératives forestières, gestionnaires forestiers, experts forestiers, mais aussi Fibois, qui est la filière, les entreprises de travaux forestiers, les exploitants. Troisième pôle, ce sont les personnes qualifiées milieu naturel issues du CSRPN, notamment. On parle par exemple de naturalistes, donc d'associations de protection de la nature et de l'environnement, mais aussi d'universitaires. Et le dernier grand pôle, c'est le pôle des services d'État, dans lequel on va retrouver la DRAF et la DREAL, mais aussi les DDT, l'OFB, les membres de la CRFB, etc. Donc ce sont toutes ces personnes qui se sont réunies et ont travaillé ensemble pour l'élaboration de cette annexe. Comme le disait Claire-Bille, le projet a débuté en fin 2023, alors en interne un petit peu plus tôt à l'été 2023, mais en tout cas en fin 2023 avec le recrutement de la chargée de mission espèces protégées et habitat d'espèces. Dans un premier temps, on a beaucoup travaillé sur la bibliographie au niveau des espèces, mais également sur les aspects juridiques de la réglementation, avec des rencontres bilatérales d'experts naturalistes et d'experts juridiques. Pardon. Jusqu'au début de l'été, le 26 juin 2024, où on a fait notre premier webinaire, qui est toujours accessible en ligne sur notre site internet, sur la page dédiée de l'annexe verte, qui a été la réunion de lancement, qui a permis d'afficher le programme et la suite du projet annexe, d'annexe verte et comment allait être menée la rédaction, avec une première étape d'atelier mi-salle, mi-terrain, c'est-à-dire on était le matin sur le terrain pour exposer une problématique et l'après-midi en salle pour débattre et réfléchir autour de cette thématique. Il s'en est tenu 5 sur les éclaircies, les ouvertures de cloisonnement, le renouvellement forestier, les milieux associés. À ces ateliers ont été invités l'ensemble des personnes identifiées dans le forum des contributeurs avec des relais de la NBDT notamment et de FIBOA. Donc à la suite de ces ateliers, on a regroupé tout le contenu qui nous avait été donné, entre guillemets, pour rédiger une première version de l'annexe qu'on a appelée la version Martyr. Suite à quoi cette version a été soumise à consultation du Forum des contributeurs. Donc certains parmi vous nous ont fait leur retour sur l'annexe à ce moment-là, donc c'était à l'été 2025. Après quoi, donc, avec les retours, on a produit une nouvelle version de l'annexe qui était une version projet, puisque dans les retours, on s'est rendu compte qu'il y avait des points qui étaient des points de débat, où on nous faisait des retours plutôt contradictoires sur ces points, et on s'est rendu compte qu'il allait falloir trancher dans un sens ou dans l'autre, ou en tout cas trouver un compromis. Donc, on a rédigé ce projet avec qui était un peu un projet à trous, euh, pour nous aider à fixer les mesures concrètes et finales. On a consulté le GT de production, avec lesquels on a eu de nombreuses discussions entre décembre 2025 et février 2026. Une fois qu'on a pu trouver des compromis pour toutes les mesures, une version finale, entre guillemets, de la première version a été aboutie et présentée en conseil de centre le 26 mars 2026. Et comme vous le disait Monsieur Latam précédemment, donc cette version a été votée à l'unanimité. Donc aujourd'hui, on arrive au premier stade de ce qu'on a appelé le processus d'approbation. Donc, l'annexe va faire un long chemin administratif avant d'arriver entre les mains des ministères, mais ça, on vous en reparlera. Mais donc voilà, on arrive à ce stade où on va commencer à consulter les différentes instances pour la suite.
Donc, c'est la fin de la première partie. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Oui, il y a plutôt des remarques qui ont été partagées dans le questions et réponses, pour pas dire du chat. Donc, Madame Lucie Bonmartel, qui représente FNE, si je ne m'abuse, à la CRFB. Le document présenté ici devait être co-construit en associant les parties prenantes, personnes qualifiées, milieu naturel et opérateurs forestiers. Or, ni les APNE ni les ETF n'ont participé à la rédaction du document présenté. Message qui est complété par Frédéric Préel, donc représentant des entrepreneurs du territoire, également à la CRFB, qui précise que pour les ETF, le projet V1 de l'automne 2025, si tu peux revenir sur Mhm. l'escargot, le serpent, n'a pas été diffusé pour trouver des compromis et après, le cheminement s'est fait sans les ETF. Donc, effectivement, le forum des contributeurs a contribué au travers des ateliers, hein, en particulier de l'automne jusqu'au printemps de l'automne 2024 jusqu'au printemps de 2025, puis au travers de la consultation sur la base de la version Martyr qui a été diffusée au cours de l'été 2025. Et les ajustements à partir de l'automne 2025 ont effectivement été travaillés au sein du GT de production, au sein duquel se trouvent des personnes de toutes les sensibilités. Donc, effectivement, le forum des contributeurs, et c'est aussi la raison pour laquelle on a organisé ce webinaire aujourd'hui. Euh, les dernières sollicitations de ce forum dataient de l'été dernier. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, j'en ai questions? une troisième. Alors, attends, parce qu'il faut que j'arrive. Terminé. Qui complétait. Pourquoi ne pas avoir fait des réunions avec l'ensemble des parties pour produire la V1? Eh bien, parce que ça devenait... Tu peux repasser sur la diapo précédente? Donc la comitologie, hein, telle qu'elle est présentée là avec un cercle restreint autour de la rédaction par le GT de production, c'est la comitologie qui avait été proposée et adoptée dans le cahier des charges initial, donc par l'ensemble des parties prenantes au niveau national, d'une manière assez pragmatique, hein, c'est-à-dire qu'être autour du stylo à 70-80 personnes, c'est compliqué. Donc, il avait été décidé, défini un GT de production au plus proche de la rédaction. Tout simplement pour ces raisons-là. Est-ce que je vais terminer. Alors, un monsieur Christophe Schilt, qui, si je ne m'abuse, est hors région, mais c'est pas grave du tout. Mais peut-être que ça expliquera la question. Dans le cadre de ce travail prévu dans le cadre de la feuille de route, travaux forestiers et espèces protégées, un accompagnement national des membres du comité des parties prenantes a-t-il été mis en place? Non, le travail a été volontairement laissé en région au niveau territorial. On avait un suivi par les instances nationales, hein, que ce soit nous au niveau CNPF, mais également au niveau des services de l'État ainsi que des autres partenaires. Et, mais on a essayé de centraliser, enfin on a centralisé au mieux les débats en région. Il faut préciser que l'annexe est un document qui sera un document régional, donc qui ne concernera que la région Normandie, et c'est aussi pourquoi, au niveau national, il a été décidé que les discussions devaient se faire à l'échelle locale, et donc on a fait des points d'avancement réguliers auprès du comité des parties prenantes, mais ils n'ont pas été associés à la rédaction. Informés, mais pas associés, si on peut dire les choses autrement. Autre question concernant, donc toujours de Madame Bonmartel, le GT de production. Une remarque qui devait donc intégrer les ETF et les APNE. Donc, on vous avait partagé hein, les personnes relais qui se situaient dans ce GT de production et qui représentaient en quelque sorte, mais plutôt personnes relais des pôles de sensibilité, même si pour le coup, j'aime pas du tout parler comme ça. Donc, au niveau des personnes qualifiées milieu naturel issues du CSRPN, nous avions 4 personnes qui se sont fait le relais des experts naturalistes le moment voulu. Je ne suis pas très familière avec le sigle APNE. Pour moi, j'ai les partenaires experts naturalistes, les partenaires universitaires. Donc, il me semble qu'ils étaient représentés au niveau des ETF. Ils étaient représentés par l'interprofession FIBOIS au sein du GT de production. Et enfin, voilà, je parle beaucoup du coup. Freddy, le vote qui a été
le vote qui a été effectué le 26 mars, auquel faisait référence Monsieur Latam, il faut se remémorer la procédure de rédaction d'une annexe verte. C'est le CNPF qui dépose le projet, enfin le CNPF Hauts-de-France-Normandie, qui va déposer le projet auprès de l'autorité environnementale, puis auprès du préfet de région. Et donc nous, en tant qu'établissement public, on est, enfin pas en tant on est un établissement public administré par l'équivalent d'un conseil d'administration, un conseil de centre au niveau régional. Et donc tous les documents qu'on dépose, qu'on signe, doivent faire l'objet d'une délibération de notre conseil de centre. Donc c'est pour ça qu'il a été voté par notre conseil de centre pour pouvoir poursuivre sa route. Alors, je suis pas sûre que ta remarque sur... Attends, faut les Ouais. lire. Ah, Fibois ne m'a jamais fait de retour, c'est la remarque de Freddy, mais je ne pense pas que ça amène une réponse quelconque. Hop. Et alors, je pense que Thierry, j'imagine que ça doit être Monsieur Bourré. Thierry Bourré, euh, est-ce que votre document tient compte des nouvelles contraintes climatiques quant aux interventions des ETF, entre autres, qui aujourd'hui relèvent d'un caractère exceptionnel, sera demain probablement la norme? Eh bien, on va vous présenter ce que contient le document et je vous en laisserai y juger et puis éventuellement, on en rediscute. On a déjà vu ensemble qu'on avait prévu des temps la semaine prochaine, notamment pour ça. Donc, j'espère que vous aurez une partie de la réponse au fil de la présentation. Et on en a une derrière. Alors, une remarque de Madame Don-Martel. Aucun membre d'association de protection de la nature, uniquement universitaire, de fait une universitaire et deux organismes de conseil en environnement. Le CBN est considéré comme une association de protection de la nature et de l'environnement, à ma connaissance. C'est en tout cas une association. Après, ça, c'est un point qui reste à pas à débattre, mais Effectivement, ce qu'il faut noter également, c'est que pour ce pôle-là, le choix des personnes relais avait été fait de manière à ce qu'ils soient plutôt écologues qu'experts naturalistes sur un domaine, de manière à pouvoir être plus homogène dans le traitement des taxons. Donc, effectivement, mis à part la flore où on avait inclus le CBN dans ces quatre personnes relais, puisque le principe même était que ce sont des personnes relais. Donc, en cas de thématique spécifique sur un taxon, ils puissent aller chercher la ressource auprès de la bonne personne, ou en tout cas de la bonne structure. Ce qui a d'ailleurs été fait dans les phases des discussions en début d'année 2026, où il restait des points en suspens, enfin des questions en suspens au niveau des oiseaux et où là, on a fait appel à des experts ornithos qui sont intervenus au sein du GT de production pour apporter un éclairage. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et non, le CVN n'est pas une utilise. association. Pardon. Ok. Il s'agit d'un établissement public, merci Olga pour la précision, établissement public de coopération environnementale. Donc effectivement, le terme d'APNE qui avait été noté dans le document, dans le graphique, il s'explique aussi parce que c'est un document national, hein, puisqu'il est issu du cahier des charges et qu'il ne s'appliquait peut-être pas en tant que tel, ou en tout cas était trop restrictif pour la Normandie. En tout cas, nous, on a fait appel aux experts, on avait construit cette liste-là avec nos partenaires. Ah, encore une question. Donc, merci Olga pour la précision. Et une dernière question de Samuel Perrault, donc qui est animatrice Natura 2000, entre autres, j'imagine, au PNR Normandie Maine. La composition du GT de production est consultable quelque part. Je pense qu'on doit encore le trouver dans la FAQ sur le site internet de la page dédiée. Sinon, on pourra te la partager sans aucun Mhm. problème. Il me semble que sur le site internet, ça n'est pas nominatif. Mais effectivement, on peut, à la demande, vous partager les personnes qui font partie du GT de production pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, les contacter et récupérer plus d'informations. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va pouvoir passer à la seconde partie de notre présentation. C'est bon.
Eh bien, on va rentrer purement dans le technique en vous expliquant comment on a raisonné au travers de l'annexe verte. Donc, comme je disais tout à l'heure, au départ, on a fait un gros travail bibliographique et puis de rencontres bilatérales pour s'approprier la liste des espèces qu'on a essayé, enfin qu'on a catégorisées. Ces catégories ont ensuite été discutées lors des ateliers. Donc, on a commencé avec l'identification de ce qu'on a appelé la catégorie zéro, qui est l'espace gris qui apparaît dans ce tableau-là, qui sont les espèces protégées absentes de Normandie ou qu'on ne retrouve pas soit dans les forêts, soit dans les milieux associés. Donc, ces espèces-là ne sont pas clairement traitées, enfin, ne sont pas directement traitées par l'annexe verte. On a ensuite créé la catégorie 1, qui sont les espèces qui sont bien présentes dans les forêts normandes des milieux associés, mais qui n'ont pas d'enjeu fort. Cet enjeu fort, on l'a défini à partir des listes rouges UICN régionales quand elles existent, nationales quand elles existent, ou à dire d'experts, donc lors de ces fameuses rencontres bilatérales préalables aux premiers ateliers. La catégorie 2, qui sont des espèces présentes dans les forêts normandes des milieux associés avec un enjeu fort pour le coup, c'est-à-dire les catégories vulnérables en danger et en danger critique sur les listes rouges, ou à dire d'experts, pardon, en l'absence de liste rouge. Et ces espèces, donc de catégorie 2, ont un enjeu fort et il n'est pas possible de localiser l'individu, où il y a une large répartition. C'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas appliquer une prescription à partir d'un individu puisqu'elles sont difficilement localisables. Et enfin, la catégorie 3, qui sont à nouveau les espèces présentes dans les forêts normandes des milieux associés, avec également un enjeu fort, c'est-à-dire vulnérables en danger ou en danger critique dans les listes rouges ou à dire d'experts avec un enjeu fort, et la possibilité de localiser l'individu. Et ces espèces de la catégorie 3 ont préfiguré la liste des espèces traitées par une fiche spécifique. Vous les avez dans le cadre orange qui est sur le tableau affiché. Donc 17 espèces de flore. Ces espèces de flore ont été travaillées et identifiées avec l'appui du Conservatoire botanique de Normandie, national de Normandie, et 13 espèces de faune. On va revenir en détail sur toutes ces espèces-là. En parallèle de ce travail qui a été fait pour les espèces, il y a aussi eu un travail sur le milieu, puisque chaque espèce peut être rattachée à un habitat. Alors, ça peut être des habitats spécifiques, des habitats de milieux associés, comme on l'a appelé. Donc ici, vous pouvez retrouver par exemple cours d'eau, ripisylves et boisements alluviaux, les grottes, les mares, les tourbières. Donc ça, ce sont des habitats qui sont très spécifiques. Et à côté de ça, il y a aussi des espèces qui vont avoir leur cycle de vie, leur cycle biologique dans des milieux qui sont purement forestiers. Donc, pour ces espèces en particulier, on les a prises en compte au sein de la fiche peuplement forestier. Donc, ça, c'était la réflexion à partir des espèces. Sur l'aspect mettre en face des prescriptions, il a fallu tenir un raisonnement d'analyse de risque. Donc, on a mis en place une analyse de risque sur les opérations sylvicoles au regard de l'enjeu espèces protégées et habitat d'espèces. Donc, on a retenu les impacts négatifs significatifs qu'on retrouve dans le corps de texte de l'annexe verte. Et à ces impacts négatifs significatifs, on a appliqué dans un premier temps l'opération peut être interdite ou effectuée selon une modalité alternative. C'est le cas, par exemple, lorsque on a retenu l'absence d'abattage, enfin, l'interdiction d'abattage de l'arbre porteur d'un nid de cigogne noire, ou l'alternative avec l'intervention manuelle à la débroussailleuse dans les jeunes plantations en période sensible. Si l'opération ne peut pas être abandonnée parce qu'elle a des enjeux sylvicoles importants, alors elle est reportée. Exemple, la planification hors période sensible des coupes à proximité d'une aire de bonderie apivore. Et si l'opération ne peut être ni abandonnée ni reportée, alors on limite son impact, notamment en limitant la surface qu'on va travailler lors des interventions de dégagement en période sensible. On a accompagné cette analyse de risque de la réflexion autour de zones de report, de manière à s'assurer, enfin à s'assurer en tout cas à ajouter aux prescriptions ces possibilités lorsqu'on va travailler par exemple en mince.
de manière à laisser une échappatoire à la faune lorsqu'on travaille sur les parcelles. Pour parler maintenant un peu plus concrètement, donc on va aborder le contenu de l'annexe. On tient à vous rappeler encore une fois que c'est une version à laquelle on a abouti après notre travail technique, mais c'est une version qui n'est pas définitive. Elle rentre dans le processus d'approbation et il est probable qu'il y ait des ajustements qui seront faits au cours de ce processus. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça n'est pas une version définitive, elle n'est pas à prendre pour argent comptant, elle aura probablement des modifications. L'idée aujourd'hui, c'était bien de vous faire un poids d'avancement et pas de vous présenter une version qui soit finale. On tenait aussi à parler des attentes. Lors du premier atelier, l'objectif, c'était de définir les enjeux et les objectifs pour cette annexe. Et donc, dans les attentes qui nous ont été partagées par la filière, mais aussi les naturalistes, etc. Il y avait l'idée que ce document il soit lisible et accessible à tous, que ce soit les sylviculteurs, les propriétaires, mais aussi les naturalistes, qui aient une compréhension des travaux sylvicoles. C'est vrai que c'est un vocabulaire technique qui est très particulier, vous allez vous en rendre compte par la suite. Mais il y avait aussi l'idée que ce soit un document qui soit opérationnel, qui intègre une analyse des risques pour chaque type d'opération forestière et que ce soit vraiment fait, ce travail, au regard des enjeux spécifiques normands. Donc le sommaire de l'annexe, comme vous pouvez le voir, elle est écrite en quatre grandes parties. Donc la première partie, c'est l'introduction qui va retrouver le contexte et la méthode. La seconde partie, c'est l'état des lieux et les diagnostics. Donc dans cette partie, on va retrouver les espèces protégées, avec notamment les statuts IUCN, mais aussi la présence, combien il y a d'espèces présentes, etc. Les pressions qui sont exercées sur l'écosystème forestier, donc le changement climatique, les déséquilibres forêt grand ongulé, la fréquentation du public en forêt. Et la troisième sous-partie, on va dire, c'est la gestion forestière, avec notamment, comme je le disais juste avant, une explication des travaux et des coûts qui soient définis, qui soient avec des objectifs, pourquoi c'est réalisé et qui soient chiffrés. Quels sont les impacts de ces travaux, qui est une analyse qui était quand même très importante à voir dans le cadre de ce projet. Et ensuite, donc, troisième grande partie, les enjeux et les objectifs, puis les règles de gestion qui sont déclinées sous le format de fiches, mais ça, on va revenir là-dessus. Donc, on a eu une double approche qui est d'abord une approche habitat, puis une approche espèce. Donc, l'approche habitat a donné lieu à 7 fiches habitat, la fiche peuplement forestier qui est un peu particulière, et ensuite 6 autres fiches, donc arbre à forte capacité d'accueil, cours d'eau ripisylves et boisements alluviaux, grottes et cavités rocheuses bâties et ouvrages d'art, mares forestières, étangs et héronières, milieux ouverts secs et tourbières. Et ensuite, 12 fiches espèces sur lesquelles on reviendra un peu par la suite, dont font partie deux espèces d'insectes, 11 espèces d'oiseaux et 12 espèces de flore. 17 espèces de flore. Pour le mode d'emploi, comment on utilise l'annexe? Alors l'idée, c'est de regarder ça au moment de la prévision d'une opération sylvicole sur une unité de gestion. Donc à ce moment-là, il faut consulter la fiche peuplement forestier, puisque forcément, quand on prévoit une opération, c'est forcément qu'elle est en forêt. Donc première étape, consulter la fiche peuplement forestier, c'est un impératif. Ensuite, si sur ce milieu est en présence un habitat particulier, consulter la fiche de cet habitat. Puis si on nous a signifié ou qu'on a identifié la présence d'une espèce, consulter la fiche espèce en question. Donc au moment de la mise en œuvre de l'opération, il faudra tenir compte des mesures, des fiches qui correspondent forcément à cette unité en question. Alors en pratique, un petit schéma pour illustrer tout ça. Imaginons qu'on veuille travailler, qu'on veuille mettre en œuvre une opération sylvicole, donc sur le carré rouge au milieu, enfin vert mais entouré de rouge, qui est appelé unité de gestion 1. C'est une futée à dominante chaîne de 35 cm de diamètre dominant. Cette définition nous permet de le rattacher à la première catégorie qu'on va détailler plus tard de peuplement forestier, pour lequel puisque je ne l'ai pas précisé, mais on entrevoit une opération d'éclaircie dans ce type de peuplement. J'ai pas de prescription spécifique. Sur cette même unité de gestion, j'ai une mare
En bleu, j'ai 3 arbres à forte capacité d'accueil, un, 2, 3, tels qu'ils sont positionnés. Et puis, je vois qu'également, je suis dans le périmètre d'une aire de rapaces. Euh, et donc, du coup, sur l'ensemble de ma parcelle, je tiens compte des 3 types de prescriptions. Les prescriptions de type habitat, donc qu'est-ce que je vais devoir appliquer aux abords et dans ma mare. Qu'est-ce que je vais appliquer à l'échelle de l'unité de gestion concernant les arbres à forte capacité d'accueil et également sur un petit recouvrement, l'application des prescriptions vis-à-vis de l'aire de rapace qui est présentée. Maintenant, pour aller un peu plus dans le détail, donc on va commencer par les fiches espèces. Donc dans ce cas, les prescriptions, elles sont appliquées dès que la présence de l'espèce est identifiée et donc ça va s'ajouter aux fiches peuplement forestier et aux fiches habitat si on est en présence. Donc pour vous donner un visuel, donc c'est la fiche Busard. Toutes les fiches espèces sont composées de la même façon. Donc en premier lieu, vous trouvez les statuts de IUCN, donc pour les 2 espèces de Busard. Comment reconnaître l'espèce? Quels sont les milieux qui sont fréquentés? Comment reconnaître le milieu et quels sont les indices de présence de cette espèce? Quels sont les sites de reproduction connus actuellement? On s'est notamment basé sur l'Atlas des oiseaux de Normandie. Quelle est l'échelle de dispersion? Est-ce qu'il est probable, très probable, que cette espèce aille s'installer dans de nouveaux habitats ou est-ce qu'il est peu probable? Donc ça, c'est pour le verso. Et au recto, vous allez retrouver donc la période sensible avec des petits pictogrammes pour figurer pourquoi c'est sensible à cette période. Quels sont les risques d'atteinte pour ces espèces et quelles sont les règles à respecter. Si on rentre un peu dans le détail des règles à respecter, donc la première étape pour toutes les fiches, c'est l'identification ou le signalement d'une de ces espèces. Ici, on a 2 cadres. Soit le nid est localisé précisément, soit le nid est localisé à l'échelle de l'unité de gestion. S'il est localisé précisément, à ce moment-là, on respecte une distance de 25 mètres au nid. S'il est localisé à l'unité de gestion, pas d'intervention à l'échelle de l'unité de gestion, durant la période sensible, évidemment. Donc pour les autres espèces, donc on a mis en relief ici au niveau des différents tableaux quelles étaient les principales mesures. Donc il y a d'autres mesures en parallèle. Donc je vais vous laisser lire un petit instant. Mais donc voilà, comme je le disais précédemment, 2 espèces d'insectes, 11 espèces d'oiseaux, des périodes sensibles associées et des distances à respecter. Donc ici, vous avez le cas d'une fiche flore. Donc au niveau du verso, les fiches flore se présentent exactement de la même façon que les fiches faune. La particularité, c'est que pour la flore protégée, le verso est unique. Il y a un même verso pour toutes les espèces de flore vasculaire. Bryophytes et lichens ont été mis un peu à part. Tac. Donc, ce que dit notamment ce verso, c'est ne pas modifier les conditions de la station, ne pas modifier les pratiques sylvicoles, ne pas travailler le sol et ne pas appliquer de produits herbicides. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de conserver au maximum la station telle qu'elle est actuellement pour que le cycle de vie de l'espèce puisse se perpétuer. Et ça, pour le coup, pour la flore, c'est similaire pour toutes les espèces. Il faut juste pas dégrader l'habitat dans lequel elles sont présentes. Donc ici, vous retrouvez les 3 fiches flore, du coup, donc Basani qui est une mousse, comme je le précisais juste avant, le lichen pulmonaire qui est un lichen, et ensuite la flore protégée qui est donc un verso unique pour, euh, pour 10 rectos qui couvrent au total 15 espèces, si je dis pas de bêtises. Du coup, maintenant, pour passer aux fiches habitat, donc comme on le disait précédemment, l'objectif de la fiche habitat, c'est de la mettre en œuvre à partir du moment où l'habitat est présent.
Et ces fiches ont aussi permis l'intégration des espèces comme à enjeu modéré, mais aussi des espèces à enjeu fort, mais qui sont non individualisables. Par exemple, les chiroptères forestiers. Donc ici, vous retrouvez une fiche habitat assez classique. Donc sur ces fiches habitat, on est sur des modèles qui ressemblent aux fiches flore et faune, à l'exception fait que il y a un ensemble d'espèces qui peuvent être liées à ce milieu, puis une reconnaissance du milieu, quelques petits indicateurs, et ensuite un verso avec les mêmes éléments, c'est-à-dire quels sont les risques d'atteinte et quelles sont les règles à respecter. Donc, par exemple, ici, quand on regarde les règles à respecter, le principal point, c'est l'idée de conserver 4 arbres à forte capacité d'accueil. Alors, ce seuil de 4, il peut paraître un peu surprenant. Dans la première version qu'on avait proposée à la consultation d'été, on avait proposé 2 arbres à forte capacité d'accueil. Ce chiffre a été rehaussé donc à 4 pour se mettre en cohérence avec le seuil PEFC. Donc PEFC, c'est une certification forestière qui est donc bien connue de tous les gestionnaires forestiers. Et donc dans cette idée de besoin d'opérationnalité, on nous a suggéré de mettre en cohérence l'annexe et ce seuil donné par PEFC, qui est donc de 4 arbres, dont 2 vivants. En plus de ça, euh, cette fiche indique aussi donc qu'il faut marquer ces arbres pour les préserver. Il faut... Oups. Il faut les préserver de toute atteinte préjudiciable. Et dans le cadre d'une coupe de renouvellement, on nous a aussi signalé ce cas, conserver la possibilité de réaliser des îlots ou des groupements d'arbres, que ce soit au sein de l'unité de gestion ou à sa périphérie. Donc pour les prescriptions, de la même façon, on vous a remis les prescriptions les plus fortes pour chaque fiche. Donc je vais vous laisser un petit temps de lecture. Et donc le dernier point, c'est la fiche peuplement forestier. Donc cette fiche, lors de la consultation d'été, elle s'appelait mesure générale et elle tenait sur une seule page. Donc la différence, c'est qu'elle a été très étoffée puisque vous voyez que maintenant elle fait 3 pages. Cette fiche, elle se présente par 4 grandes entrées, on va dire. La première, ce sont les peuplements à partir du stade petit bois. Ensuite, vous avez les terrains nus, les peuplements en renouvellement, puis les espaces divers, donc les infrastructures, les places de dépôt, les dessertes, etc. Et enfin, la deuxième grande partie, ce sont les zones à vocation cynégétique ou environnementale. Pour vous décrire un peu plus précisément le contenu. Donc la première catégorie sur cette fiche, ce sont les peuplements à partir du stade petit bois. On a identifié au travers de ces peuplements ceux qui présentaient le plus d'enjeux. Ce sont les premiers indiqués, c'est-à-dire les futaies régulières et les mélanges futaies taillis riches au stade gros bois, composés majoritairement de chênes sessiles, chênes pédonculés et hêtres communs. Dans ces peuplements-là, les coupes prélevant moins de 30% du capital sont autorisées toute l'année. Celles qui dépassent ce taux de prélèvement sont autorisées du 1er août au 14 mars et leur surface est limitée à 5 hectares d'un seul tenant, ou 2 hectares si le massif fait moins de 10 hectares. Dans les peuplements toujours adultes de taillis ou de mélange futé taillis non riches, non dans la catégorie Anne, ou futées irrégulières et composées majoritairement de chênes sessiles, chênes pédonculés et hêtres communs, qui sont également des peuplements à enjeu mais plus modérés. Les coupes prélevant moins de 50% du volume ou sur une surface de moins de 5 hectares, 2 hectares si le massif est inférieur à 10 hectares. Ces coupes sont autorisées toute l'année. Sur les coupes prélevant plus de 50% du volume et sur une surface supérieure à 5 hectares, 2 hectares si le massif est moins de 10 hectares, sont autorisées uniquement du 1er août au 14 mars. Dans les autres peuplements, à partir du stade petit bois et les autres essences,
toutes les coupes sont autorisées toute l'année puisque ces peuplements n'ont pas été identifiés comme un enjeu espèce protégée dans les forêts normandes. Ensuite, sur les terrains nus et les peuplements en renouvellement, donc les broyages, travaux du sol via un engin motorisé ou par pilotage à distance sont soit à réaliser moins de 30 jours après la fin du chantier, soit entre le 16 août ou et le 30 avril, soit ils doivent être limités à 40% de l'unité de gestion. Pour les interventions manuelles, donc avec un outil porté, elles sont autorisées toute l'année. Ensuite, pour la troisième partie, donc les espaces divers, on note que les opérations sur la végétation basse doivent être réalisées entre le 1er octobre et le 31 mars ou sur un linéaire inférieur à 100 mètres. Et le point important, que ce soit pour les broyages, donc pour les terrains enfin, qu'on disait plus tôt, ou dans ce cadre d'infrastructure, il y a une hauteur minimale à respecter qui est de 10 centimètres, que ce soit le broyage, la fauche, la coupe, qu'importe le type d'opération, on va dire. Sur ces infrastructures, on a aussi noté l'interdiction d'emprunter les dessertes à usage fréquent s'il y a une observation de ponte, donc on pense notamment aux pontes d'amphibiens. Et pour les entretiens de fossés, ils doivent être réalisés en période d'assec. Donc ça, ce sont vraiment des mesures principales qui sont complétées par d'autres petites mesures dans la fiche. Et enfin, pour le dernier cas, dans les zones à vocation cinégétique ou environnementale, il est précisé de se rattacher au milieu auquel correspond ces zones. Si c'est un milieu ouvert sec, se rattacher à la fiche milieu ouvert sec. Si c'est une zone tourbeuse, se rattacher à la fiche tourbière. Voilà. Alors en fait, cette appellation divers et ZCE, zone à vocation cinégétique et environnementale, ça renvoie à la description des peuplements forestiers dans les documents de gestion durable, donc au schéma régional de gestion sylvicole, qui définit la nomenclature pour les grands types de peuplements forestiers. Cette nomenclature, donc, elle inclut les futés, les mélanges futés-taillis, les taillis, et elle précise deux types de peuplements, en tout cas de typologie que sont les divers. Donc, c'est exactement la définition qui est reprise dans l'annexe verte, puisque ça reste une annexe verte au SRGS. Et ces zones à vocation cinégétique ou environnementale, qui peuvent être en fait, en termes de formation végétale, tout type de milieu, mais dont la vocation, encore une fois, est cinégétique ou environnementale. Donc, on peut y retrouver des landes, mais on peut y retrouver très bien des futaies régulières de hêtres laissées en libre évolution, ou tout ce type de peuplement. C'est pour ça qu'il a été mentionné, ces ZCE, zones à vocation cinégétique ou environnementale, pour être en adéquation de manière très opérationnelle avec le plan simple de gestion auquel est rattaché l'annexe verte espèces protégées habitat d'espèces. Maintenant, pour les perspectives du projet, donc comme on vous le disait, l'annexe va rentrer dans sa procédure d'approbation. La première étape, ça va être le dépôt de l'annexe et de son évaluation environnementale stratégique à l'autorité environnementale, qu'on escompte pour l'été 2026, qu'on ne devrait pas trop tarder à déposer le dossier et le projet entre les mains de l'autorité environnementale, qui va rendre un avis. Il y aura peut-être des modifications à ce moment-là. Après quoi, le dossier sera déposé auprès du préfet de région, donc probablement à l'automne 2026. Dans ce cadre, le préfet saisira pour avis les PNR, les CDNPS, les CSR, CS, le CSRPN, pardon, et la CRFB. Il y aura aussi au cours de cette période une consultation du public, donc le grand public pourra s'exprimer sur le sujet. Évidemment, il y aura aussi peut-être des modifications à cet instant donné. Et enfin, la dernière étape, étape finale, ce sera le dépôt au ministère, donc ministère en charge de la forêt et ministère en charge de l'environnement, qui est pour le moment concentré au sein d'un même ministère, mais ça a peut-être le temps d'évoluer, puisque ça arrivera pour printemps 2027, normalement. Et les ministères, le ministère, demanderont leur avis à la CRFB de nouveau et au conseil d'administration du CNPF, donc cette fois à l'échelle nationale. En parallèle de toute cette procédure d'approbation, on va continuer de travailler sur ce projet, notamment avec la préparation d'une série d'outils complémentaires qui seront mis à disposition une fois l'annexe approuvée, donc qui seront des outils plus concrets. On va créer une boîte à outils pour appuyer le gestionnaire, le propriétaire au moment où il voudra mettre en œuvre l'annexe. Et en particulier, traduire les prescriptions qui sont données
finalement un peu à l'échelle du choix de gestion et du plan simple de gestion, les traduire en comportement opérationnel sur le terrain au moment de la mise en œuvre des travaux. Et donc, on arrive à la fin de notre présentation. Donc, je sais que ça a été très vite. Donc, on va vous laisser la main pour les questions auxquelles on va répondre, comme tout à l'heure. Je vais arrêter le partage d'écran pour moi pouvoir voir aussi vos questions parce que c'est pas pratique et que Pauline qui ait accès à ça. Mais si jamais vous voulez faire référence à une diapositive en particulier, vous me le signalez. Je remettrai à ce moment-là le partage d'écran pour projeter auprès de tout le monde. Bonjour à tous, donc Guillaume Réland, directeur adjoint du CRPF. Je vais animer cette partie de questions-réponses. Alors, on a deux questions qui sont toujours sur la partie d'avant. Je vais les lier, qui sont des questions sur la partie concertation. Une de Freddy Prel des EDT et une autre de Lucie Beaumartel de France Nature Environnement. Freddy Prel sur la question Fibois m'a bien envoyé la version dite Martyr en juillet 2025. EDT a fait des retours, m'a pas aucune information de communication avant et après le vote du 26 mars 2026. La concertation, il y a des pilotes, il y a des chefs de file, et l'information, c'est eux qui doivent nous accompagner et faire activer les retours et les allers-retours d'information. Donc visiblement, vous n'êtes pas satisfait de comment ça s'est passé avec Fibois. On pourra refaire un rétex plus tard pour travailler sur la thématique. En tous les cas, sur la question d'annexe verte, on a bien pris en compte vos inquiétudes et d'où le webinaire où vous êtes présent aujourd'hui. On a une autre question de Lucie Beaumartel sur membre du JT de production pour la partie personne qualifiée milieu naturel. Lucie Vincent, maître de conférence, unité de Rouen, mycologue, Magali Serre, consultante indépendante, biodivaction, et Sylvain Dikilou du Conservatoire botanique national de Normandie. Peter Sagan sur elle, contacté initialement, nous indiquait de ne pas avoir participé à la rédaction du document V1. En tous les cas, certains ont participé, ils étaient invités au GT de production. Donc, ils ont eu l'ensemble des éléments. Ils pouvaient aussi faire, je ne sais pas comment alors, ça s'est organisé dans le milieu naturaliste, mais il y avait la possibilité de faire des allers-retours. Et j'ai le regret, Madame Bonmartel, je regrette de ne pas vous avoir vu sur les ateliers en forêt. Justement, il y a eu 4 ateliers où on était là pour recueillir les informations, les données, et où l'apport de FNE aurait pu être intéressant à partir de ce moment-là. Alors maintenant, on va revenir Mais sur les juste, je questions. compléterai, Guillaume. Pardon. Vas-y. Juste par deux choses. On a fait quand même des points d'avancement en CRFB sur effectivement cette période qui a pu paraître un petit peu longue entre la consultation de l'été et puis aujourd'hui, hein, puisque ça fait un peu moins d'un an, mais quand même quasiment un an. Et c'est vrai que ce temps nous a paru long, nous aussi, hein, avec le contact vis-à-vis du forum des contributeurs et de l'ensemble de ces personnes qui se sont impliquées et qu'on remerciera jamais assez Mhm. d'ailleurs. Voilà, bon, il faut savoir qu'on a quand même travaillé dur sur cette rédaction et on est conscient que qu'on ne vous a pas diffusé les 24 versions par lesquelles on est passé. Il a fallu systématiquement ajuster au retour qu'on pouvait avoir de l'ensemble des parties. De l'ensemble des parties. Ça, c'est une chose. Et concernant l'implication de Peter, Peter s'est quand même beaucoup impliqué dans le projet. Je pense qu'il doit y avoir une incompréhension sur la question de la rédaction du document V1, parce que je vous confirme qu'il était bien présent au dernier GT de production. Voilà, donc il doit y avoir une incompréhension sur le numéro de la version. Sur la suite, donc sur le fond du dossier, sur le fond de l'annexe verte, alors on a Marius Jourdain du CPIE du 27 qui nous indique la mention par un service de l'État signifie que si une asso a une donnée, il faut forcément passer par la DTM ou l'OFB et pas juste contacter le forestier. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Claire Vieux-Pauline? Et effectivement, Marius, c'est un point, c'est un fait. Ce qui n'empêche pas qu'un propriétaire volontaire qui vous fait intervenir en inventaire, on espère bien qu'il tienne compte de vos inventaires, des résultats d'inventaire quand il vous fait intervenir chez lui. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Le fait est que quand des prescriptions s'imposent à un propriétaire forestier, oui, il faut que ces données soient validées. S'il le fait de manière, encore une fois, non volontaire, donc quand on impose des prescriptions, il faut que ce soit validé, la donnée initiale soit validée par un service de l'État. Mais encore une fois, ça n'empêche pas les bonnes volontés et ces propriétaires qui font appel à vous et qui tiennent compte des prescriptions, même s'il n'y a pas une signature de l'OFB en bas à droite ou voilà, sur le document.
Il faut bien Merci. préciser aussi que c'est noté par une plateforme agréée par l'État. En fait, c'est au sein de la feuille de route, travaux forestiers pour la protection des habitats d'espèces. Il y a un projet qui est en cours qui s'appelle Foresp, qui est une plateforme qui permettra normalement de faire se porter à connaissance. Et cette plateforme sera basée sur les données qui sont rendus par les associations à l'État dans le cadre des programmes de financement. Vos données seront aussi intégrées de cette façon, normalement, dans les années à venir, et donc reviendront entre les mains du propriétaire. L'idée, c'est pas de remettre toute la charge sur votre dos d'association, de devoir, Ou même sur des services de ou l'État. même sur les services de l'État, oui. Donc après, on a une question de Pierre Brossier du CNPF. Dans les prescriptions, comment fait-on quand l'arbre présentant des pics prunes est dangereux? Entre parenthèses, pour la circulation automobile, par exemple, pour les usagers. Il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que effectivement la question du danger imminent est prise en compte dans toutes les fiches, c'est-à-dire que dès lors que l'arbre présente un danger imminent, les prescriptions ne s'appliquent pas, en tout cas quand il s'agit de son abattage, pardon. C'était bien ça, comme des graves ou imminents. Pour des personnes ou des biens, l'arbre peut être abattu. Par ailleurs, lorsqu'il ne présente pas de danger grave et imminent, il est toujours possible de faire recours à une demande de dérogation lorsqu'on a d'autres justifications auprès de l'ADREAL. Mais demande de dérogation qui, dans le cadre d'un arbre isolé, peut être quand même difficile à obtenir. Ok. On a une question de j'ai loupé Anouk Vive, excusez-moi. Anouk Vive de la LPO. Bonjour, de ce que je comprends à la lecture de vos slides, seules 13 espèces faunistiques et 13 floristiques font l'objet d'une fiche espèce dédiée, contre 74 espèces floristiques et 81 faunistiques, dont la prise en compte est simplement diluée dans des fiches habitat. Comment expliquez-vous, pardon, un tel déséquilibre? Il y a au final une très faible minorité d'espèces qui fait l'objet de mesures dédiées. Alors, je ne sais pas si la suite, parce que c'est une question qui est arrivée assez tôt dans la présentation de la deuxième partie, je ne sais pas si la suite a pu éclairer Madame Vive. Je pense pas qu'il faille le prévoir comme ça, c'est-à-dire que on ne peut pas parler de mesures diluées dans les fiches habitat qui par ailleurs sont déclenchées qui est une espèce protégée ou pas présente dans l'habitat, hein. Donc c'est quand même des mesures fortes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre des prescriptions propres à chaque espèce quand cette espèce n'est soit elle est partout, soit au contraire elle est si petite qu'on ne l'identifie pas en tant qu'individu, enfin, ou alors elle se déplace. Enfin bref, il fallait aussi avoir un regard assez pragmatique sur la mise en œuvre de ces prescriptions de manière à ce qu'elles puissent être applicables et donc appliquées. Euh, je, donc, je ne sais pas si la suite de la présentation et puis si la logique du raisonnement, parce que, alors, je ne vous connais pas, vous prenez peut-être le projet là et peut-être qu'il faut un peu de temps pour assimiler comment tout ça a été construit. Normalement, on retrouve tous nos petits quand il s'agit des prescriptions, des contributions qui ont été recueillies au niveau des ateliers pour les espèces d'amphibiens, par exemple, où effectivement, c'était beaucoup plus, enfin, tout autant fort de protéger la mare et jusqu'à 20 mètres de ses abords plutôt que de protéger l'ensemble de la forêt dès lors qu'on trouvait une salamandre dans la forêt. Donc, voilà, c'est une approche mixte hein, qui a été détaillée tout à l'heure par Claire Vie. Euh, En tout cas, les mesures ne sont pas moins fortes parce qu'elles font partie d'une fiche habitat et non pas d'une fiche espèce. Un gîte de chiroptère localisé est peut-être non. Les gîtes de chiroptère sont... Alors, effectivement, pardon, elle complète, Guillaume. Donc, Euh, là, alors, je vais compléter. Alors du coup, Anouk Vive de la LPO demande en complément, non, c'est une vraie interrogation de méthodologie. Par exemple, un gîte de chiroptère est localisé et peut être identifié. eh bien, tout à fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce travail par fiche habitat, parce que par exemple, donc un gîte de chiroptère typiquement qui va être en milieu, comment dire? Forestier. Oui, forestier. Non, mais par exemple, un chiroptère qui va utiliser comme gîte
une grotte, une cavité rocheuse, un bâti ou un ouvrage d'art, à ce moment-là, on se reporte à la fiche bâti et ouvrage d'art pour cette espèce de chiroptère. Si le gîte du chiroptère, ça va être une écorce décollée, on se reporte à la fiche arbre à forte capacité d'accueil. La chose qui est compliquée avec les chiroptères, c'est vraiment de descendre justement au niveau de l'espèce. Et c'est en ça qu'on dit qu'elles ne sont pas toutes individualisables. Euh, Savoir qu'il y a une présence de chiroptères, et surtout une hibernation ou une mise bas, ça peut être quelque chose de très complexe à, à mettre en lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce travail aussi par fiche, c'est-à-dire la fiche peuplement forestier, ça va être vraiment l'idée de minimiser l'impact des coupes forestières sur ces chiroptères et les fiches grottes et arbres à forte capacité d'accueil, l'idée, ça va être Et préserver le gîte. de préserver l'habitat de ces espèces, de préserver le gîte en question. Je sais pas si c'est plus clair. L'idée, c'était pas de... Je pense que elle nous dira si c'était pas clair, parce que t'as été bien complète. Donc du coup, je continue, et puis si jamais Madame Vive souhaite compléter, on reprendra sa question. Mhm. Madame Beaumartel, l'exploitant forestier, le propriétaire ou le gestionnaire auront-ils véritablement suffisamment de temps à consacrer au recensement de l'ensemble des espèces citées, flore et faune, sur l'ensemble des parcelles destinées à être exploitées au regard de leur discrétion ou rareté? Peux-tu le faire? Mhm. D'accord. Pardon. C'est tout l'enjeu de pragmaticité, d'opérationnalité du document. C'est pour ça que les espèces qui sont identifiables font bien l'objet d'une fiche sur laquelle on décrit les éléments d'identification. C'est le recto qui a été décrit par Claire Vie, qu'on appuie par le porté à connaissance qui peut exister. Les habitats, quant à eux, peuvent être identifiés au moment de la rédaction du plan SAM de gestion, hein, parce que ça évolue pas vraiment, hein, sauf des opérations ponctuelles, mais que le propriétaire ne peut pas ignorer, hein. Par exemple, lorsqu'il crée une mare, il sait qu'il a créé une mare, et donc il sait qu'il a créé un habitat. Mais sinon, tous ces travaux préalables à la rédaction du plan SAM de gestion ont vocation à être assez facilement intégrés dans l'établissement de ce document de gestion durable. Et ensuite, au moment de la mise en œuvre, c'est là où effectivement il y a un travail supplémentaire d'analyse, d'analyse des données qu'il aurait pu recevoir ou lors du martelage, une vigilance particulière par l'opérateur. Donc là, il y a effectivement un effort à fournir sur, euh, sur cet aspect-là. Alors, nous avons ensuite une question de Christophe Schilt. Une définition technique d'arbre à forte capacité d'accueil a-t-elle été actée? Oui, du coup, dans la fiche arbre à forte capacité d'accueil, on a une longue partie sur la reconnaissance du milieu et en l'occurrence la reconnaissance de l'arbre. Donc, un arbre à forte capacité d'accueil tel que défini dans l'annexe fait plus de 40 centimètres de diamètre et s'il est vivant, présente au moins un type de dendro-microhabitat parmi les suivants. Je ne vais pas vous les citer, mais c'est les dendro-microhabitats les plus classiques. Donc, en gros, un arbre à forte capacité Pardon, pas les d'accueil. plus classiques. euh, À ceux qui nous ont semblé, à l'échelle de la Normandie, hein, au regard des études qu'on avait à notre disposition, présentant des enjeux forts. Donc, soit c'est un arbre mort, soit c'est un arbre vivant de plus de 40 centimètres qui a une fente, un décollement d'écorce, une cavité, une loge de pic, etc. Avec des petites indications issues de l'IBP sur comment les reconnaître et les retenir, quelles sont vraiment les espèces qui sont importantes. Et donc voilà, je ne sais pas si ça répondait à votre question, mais donc c'est la définition que nous, on a donnée à l'arbre à forte capacité d'accueil. Merci. Voilà, donc nous avons aussi une question de Bertrand Chavannes. Pourriez-vous rappeler la signification de coupe à partir du stade Petit Bois? Du coup, le stade Petit Bois, c'est un diamètre dominant supérieur ou égal à 17,5 cm, ce qui correspond à une classe 20. Donc ça, c'est pour qu'est-ce qu'un stade Petit Bois. Et après, pour les coupes au sein de ces bois, tac, 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 tac. Bah, c'est les coupes au sein de ces bois. Ouais, mais on regarde plus particulièrement, dans les coupes au sein de ces bois, on va regarder plus particulièrement les peuplements feuillus et
et certains La diamètres. signification de coupe à partir du stade de petit bois, c'est ce que tu as dit, Mhm. c'est-à-dire que c'est les coupes dans les peuplements dont le diamètre moyen dominant est supérieur, pardon, à 20 centimètres en classe de diamètre, 17,5 en diamètre. Et là, c'était vraiment, enfin, cette idée de petit bois, c'est vraiment juste pour différencier des peuplements en renouvellement. Et donc voilà. Anouk Vive de la LPO qui pose la question suivante. Une analyse juridique est-elle prévue au vu de la dimension très expérimentale de cette annexe d'un point de vue réglementaire? Joker, monsieur Rieland? Donc, je ne sais pas ce que vous entendez, Madame Vive, comme analyse juridique. C'est une expérimentation qui nous a été demandée par le ministère. Donc, ça va être un document qui va être annexé à l'annexe au plan simple de gestion. Mais la réglementation sur les espèces protégées, le coût de l'environnement n'est pas modifié. En fait, l'objectif de cette annexe verte, c'est de permettre aux propriétés qui est volontaire de rentrer dans la dimension éviter, réduire de la réglementation sur les espèces protégées. Donc, on est vraiment dans cette mécanique-là, c'est-à-dire que le propriétaire prend l'annexe verte, il essaye d'éviter, il essaye de réduire son impact de manière à ne pas porter atteinte aux espèces protégées et on s'appuie en lien avec le ministère sur les derniers éléments liés à la jurisprudence du Conseil d'État sur une atteinte caractérisée à une espèce protégée. Donc c'est dans cette dimension-là, de manière à ce que le propriétaire ne puisse pas porter par ses travaux une atteinte caractérisée à une espèce protégée et on rentre dans une logique espèces protégées et prise en compte des enjeux environnementaux dans son document de gestion forestière. Merci, Guillaume. On a une autre question sur Thierry, je ne sais pas si c'est un prénom ou nom de famille. Qu'en est-il des zones d'accès des FCI quant à leur entretien? Qu'en est-il de l'entretien des cloisonnements? Alors, l'articulation de la réglementation espèces protégées et de la DSCI fait l'objet d'autres dispositions, donc qui ne sont pas traitées en tant que telles par l'annexe verte. En revanche, concernant les cloisonnements, donc ils font partie de ces fameux divers dans la typologie des peuplements forestiers, donc la fiche peuplement forestier. Euh, Là, ça dépend de quoi on parle en fait en termes de cloisonnement. Si on parle des cloisonnements dans les peuplements adultes, donc l'entretien, je vois pas trop. On a défini une fréquence d'usage de ces cloisonnements et en fonction de la fréquence d'usage, il va y avoir des restrictions ou pas, puisqu'une faible fréquence d'usage limite forcément statistiquement le risque d'atteinte. Si on parle des cloisonnements à l'intérieur enfin, dans l'entretien des renouvellements, que ce soit régénération naturelle ou peuplement, là, c'est traité au travers du chapitre sur justement les jeunes peuplements. Et donc on est d'accord qu'on ne peut pas abandonner l'opération. Donc on essaye de la reporter. C'est ce qui avait été un petit peu, enfin, ce qui avait été conclu sur le terrain, c'est-à-dire que l'ouverture des cloisonnements en amont de la saison de végétation au broyeur, par exemple, et puis intervenir au moment, enfin, au niveau de la période sensible vis-à-vis des espèces, intervenir plutôt manuellement. Voilà ce qui avait été défini. Donc, c'est traduit dans l'annexe verte au travers des règles de report de l'opération ou de limitation en surface de l'opération. Alors, on a une autre question de Christophe Schilt. Le respect des modalités prévues permettra-t-il de caractériser comme réputé, réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, de sorte qu'ils ne soient pas suffisamment caractérisés? Je pense que c'est pour toi aussi, Guillaume. Non, mais je ne l'avais pas vu apparaître. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le but, c'est rentrer dans une mécanique. Vous avez trois types de fiches. Vous avez la fiche peuplement forestier qui s'applique dans la majorité des cas. Vous avez les fiches habitat et les fiches espèces. Et le but, c'est lorsqu'on rentre dans ces conduits-là, de réduire tout risque d'atteinte à une espèce protégée de manière à ne pas porter atteinte suffisamment caractérisée. C'est vraiment cette logique-là qui a guidé et qui a été la boussole de nos travaux tout le long de l'annexe verte. Et c'est la commande qui nous a été faite par le ministère. Alors après,
Il y aura peut-être des évolutions futures dues à de la jurisprudence, je n'en sais rien. Comment sera traité par le juge l'annexe verte, mais en tous les cas, on est vraiment dans un propriétaire qui se veut vertueux et qui veut répondre aux règles liées à la prise en compte des espèces protégées. Il a cette annexe verte qui lui permet d'être un guide dans ses travaux de manière à pouvoir prendre en compte les espèces protégées et éviter toute atteinte à ces dites espèces. Alors, on a Marie Jourdain du CPU 27 qui dit: est-ce que toutes les données publiques du SINP Odin seront sur Forest? C'est une question qui est dure de répondre pour nous parce que c'est pas nous qui travaillons sur Foresp. Foresp avec un P à la fin, je le précise. Euh, mais dans l'idée, il me semble que oui. C'est ça, que la bascule sera faite entre les données donc, du d'Odin et du SIMP directement sur Foresp et que c'est ces données qui alimenteront la plateforme. Mais donc à prendre avec des pincettes pour cette réponse puisque on fait pas partie de ce projet. On travaille en parallèle, on va dire. Donc, donc il vaudra mieux. L'information sera confirmée le jour où elle sortira de la bouche de quelqu'un qui travaille sur le projet directement. Alors, une question de Monsieur Fleury du CIBE. Je vous remercie pour ce travail qui poursuit l'objectif commun de travailler mieux ensemble afin de préserver les espaces forestiers. J'ai un exemple très récent à soumettre. Nous avions un tas de bois énergie à broyer issu d'un chantier déclaré réalisé quelques mois avant. Après 2 camions réalisés, un membre de l'Office français de la biodiversité vient nous voir et nous demande de stopper le broyage car la présence de cigognes noires est avérée. Le bruit du broyeur dérange l'espèce particulièrement à la période considérée. Nous avons stoppé et reporté le chantier de broyage et j'espère que les cigognes sont toujours présentes. Que se serait-il passé si l'OFB n'était pas passé et que les cigognes avaient été dérangées? Qui en aurait porté la responsabilité? Le propriétaire, le gestionnaire exploitant? Est-ce que les dossiers de déclaration de travaux sont communiqués à l'OFB? Et est-ce que c'est à l'office d'assurer une veille lors des périodes sensibles? Sinon, comment savoir alors que la localisation des nids reste confidentielle? Vous voulez répondre, madame ou mesdames, ou je lance un début? Tu peux débuter ou je peux débuter, mais vas-y. Écoutez, là, vous avez arrêté. La question est de savoir, l'OFB, lorsqu'ils vont sur le terrain et qu'ils font un contrôle, ils peuvent dresser des procès-verbaux et après, il faut une enquête à charge et à décharge. La question en droit pénal, c'est la question de l'intentionnalité. Si c'était pas porté à votre connaissance, si vous n'aviez pas la preuve exacte de la présence de la cigogne noire, c'est très difficile. Ça sera à eux de prouver qu'il y avait vraiment cette cigogne noire et que vous en avez tout à fait connaissance pour vous mettre en cause pénalement. C'est ça, en fait, on est vraiment sur quelque chose à charge et à décharge. Si l'OFB et que les cigognes n'étaient pas passées, que les cigognes avaient été dérangées, en gros, techniquement parlant, vous n'aviez pas l'intentionnalité, je pense, Monsieur Fleury, de porter atteinte à ces espèces protégées. Il y aurait eu une problématique d'atteinte aux espèces protégées, mais pénalement, c'était difficile de vous mettre en cause. Mais ça, c'est pas à nous de le déterminer. C'est à l'enquête à charge et à décharge de l'OFB et après une décision du juge en la matière, si c'est poursuivi par le juge. Mais ça, c'est une réponse très juridique. Et on ne pourra pas se positionner, nous, sur une réponse dans nos domaines de compétences. Je continue. Lucie Bonmartel. En tous les cas, juste pour compléter, hein, c'est bien pour ça qu'on essaye de faire en sorte que ce document, ce soit un parapluie pour les gestionnaires forestiers qui, dans le contexte, et les propriétaires qui, dans le contexte, se retrouver à vouloir continuer à faire le travail tout en prenant en compte les espèces protégées. Et il fallait qu'ils puissent avoir un guide et une grille de lecture de manière à pouvoir continuer à travailler comme il faisait et ne pas être inquiété par l'OFB. Et je pense que l'OFB attend aussi de manière impatiente ce document-là qui leur permet d'avoir un cadre dans leurs enquêtes vis-à-vis des travaux forestiers.
On Lucie peut Beaumartel, extrapoler, pardon Guillaume, on vas-y, peut aussi excuse-moi. extrapoler qu'il s'agit également d'un parapluie à l'intention des espèces protégées, puisque ça, de par la clarification de la réglementation et de ce qu'on a obtenu comme consensus pour ce qui était acceptable, pas acceptable, satisfaisant, pas satisfaisant, il y a aussi des pas dans les deux sens hein, qui ont été faits. Et donc, ça permet aussi d'assurer la pérennité des populations des espèces lorsque les prescriptions de l'annexe verte sont appliquées. Pour synthétiser, nous avons un langage commun pour prendre en compte les espèces protégées. Bravo. Lucie Beaumartel, l'objectif du document est la simplification dans l'application des arrêtés de protection espèces et notamment d'éviter le risque de poursuite juridique en cas de destruction d'espèces protégées. Une présomption de bonne conduite sera par conséquent appliquée, sans doute justifiée dans de nombreux cas, et le risque de verbalisation en cas de destruction réduit, voire inexistant en cas de destruction. Quelles sont les garanties de protection des habitats et des espèces dans ces conditions? Les garanties de protection des habitats et des espèces dans ces conditions, c'est justement la mise en place de l'annexe verte. C'est-à-dire qu'on rentre dans une thématique éviter et réduire. Donc, à partir du moment où le propriétaire, dans ses travaux, évite et a une meilleure connaissance de ce qu'il peut trouver sur sa propriété, sur comment il peut conduire ses travaux forestiers en la matière, ça reste quand même la meilleure des protections. Je voudrais juste compléter, il y a quelques questions qui tournent autour de la verbalisation et donc du travail qui n'est pas de notre compétence, hein, c'est bien l'Office français de la biodiversité et toute notre police environnementale qui en a la charge. Il est donc difficile pour nous de répondre à leurs questions, mais je pense qu'on ne peut présumer ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense qu'ils font leur devoir, enfin leur fonction et leur mission de police comme il se doit et que, comme l'a expliqué tout à l'heure Guillaume, l'annexe verte est un document à décharge pour celui qui l'applique et en aucun cas ne présume des conclusions ou des actions de l'OFB en ce sens. Mais c'est une grille de lecture dans une enquête. Euh, Madame Le Cerf, pas une question, mais un commentaire. Je salue le travail d'équilibre du CNPF. Message aux ETP, égal même combat entre ETF et propriétaires. Message aux AP, alors je pense que c'est EDT. Message aux EDT, même combat entre ETF et propriétaires. Message aux APNE, donc aux associations de protection de la nature et de l'environnement. Rien ne pourrait être protégé sans les propriétaires forestiers. Euh, donc, Lucie Bonmartel, il me semble que la VEF semble très compliquée dans son application sur le terrain pour les exploitants, propriétaires et gestionnaires, même avec la meilleure volonté. N'aurait pas il été plus efficace d'encourager tout simplement les pratiques d'exploitation forestière les plus vertueuses? Bah, ça dépend où est-ce qu'on met le bout de sa lorgnette. Je pourrais répondre de manière un peu provocatrice. Les propriétaires forestiers pensent qu'ils disent, et si pour moi c'est le cas, ils pratiquent les méthodes d'exploitation forestière les plus vertueuses. Le but, c'est de tomber d'accord sur qu'est-ce que c'est que cette pratique d'exploitation forestière et comment est-ce qu'on peut prendre en compte les intérêts de chacun. C'est à la fois les intérêts des espèces protégées et permettre une exploitation forestière qui correspond aux garanties de gestion durable. On continue. Le Pennec Anthony DDTM 27. Alors, la VEF met en œuvre l'évitement et la réduction. Quid s'il y a des impacts résiduels? Désolé pour les caractères inutiles en fin de message. Très bien, je ne les lirai pas. Euh, mais quid des impacts mais en tous les cas, c'est éviter, réduire. On ne présume pas d'une atteinte à une espèce protégée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet de dire que lorsqu'on évite et réduit, euh, on évite et on réduit les risques d'une atteinte. Donc, si on évite et qu'on réduit, il n'y a pas d'atteinte et on ne rentre pas dans le cycle de la compensation. Donc, des impacts résiduels, peut-être, en tous les cas, on est rentré dans un schéma qui permettait de limiter au maximum les risques. Pauline Clavier, vous voulez compléter Ok. C'est une Thierry, question juridique, on te laisse ce type de question. Thierry, plutôt un commentaire. Je suis plutôt rassuré par votre document et votre travail. En tant que reboiseur, nos interventions Nos interventions ne sont pas spécialement remises en cause et vos préconisations pas spécialement trop contraignantes. Thierry Bourré.
Bah, Ben, merci. merci. Et puis en fait, en gros, on n'est pas les seuls à avoir travaillé là-dessus. Le but du jeu, c'est d'être sur. C'est un travail d'équilibriste pour permettre à la fois une activité forestière et prendre en compte les enjeux de la biodiversité et des espèces protégées. Et pour ça, on s'est alimenté d'un certain nombre de données naturalistes et de commentaires et d'échanges sur le terrain, de manière à ce que tout le monde puisse se comprendre et comprendre les intérêts de chacun, de manière à produire un document qui soit un document de consensus, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, un document qui puisse préserver les intérêts de chacun. Voilà, mesdames, pour les questions, je n'en vois pas d'autres. Ouais. Euh, on va faire un appel si jamais il y a une ou deux dernières petites questions. Elles sont les bienvenues et on y répondra avec plaisir. Ah, bon, bah ça arrive du coup. Alors ici, mon Randall, c'est l'OFB qui avait utilisé l'expression présomption de bonne conduite, car malheureusement, les effets de l'Office étant très insuffisants pour couvrir l'ensemble de leur mission, pourtant si fondamentale, et ces derniers sont dirigés vers d'autres priorités. C'est un commentaire, je pense. C'est un commentaire. Voilà. Bon. Eh ben, il nous reste à vous remercier encore une fois de votre participation. euh, de vos questions. On espère y avoir répondu de la meilleure façon possible. Si jamais il y a des choses qui vous viennent en tête ce soir sous la douche ou à n'importe quel autre moment, n'hésitez pas à nous à nous renvoyer un petit mail Alors, ou quoi attends, que ce soit. je ne sais pas si Monsieur Riboulet sous sa douche, mais je ne pense pas. Il précise quand même un commentaire. Plutôt satisfait de ce document. J'espère plus de collaboration entre APN et propriétaires. Et c'est vrai qu'on n'a pas, on l'a pas rappelé, mais c'est le sentiment qui est ressorti des ateliers qu'on a menés au cours du coup, je suis perdue dans mes années, mais bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Les réunions collectives mêlant effectivement tout un tas de profils de sensibilité sur une même question, c'est-à-dire la gestion forestière et le maintien de l'écosystème forestier. Et tout le monde en est ressorti plutôt satisfait de cet échange en espérant qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Donc, je rejoins vos espoirs. Je vais me permettre de reprendre la parole à Maury Latam là, Mhm. pour trois petites précisions. Juste remercier bien évidemment Pauline, Clairvy et Guillaume d'avoir fait cette présentation et tous les participants depuis plus de 2 ans et demi qui ont aidé à faire ça. Remettre vraiment, on a eu, si on peut dire, la chance d'être choisi par le ministère Région Normandie pour faire ce travail. Est-ce que c'est vraiment une chance? Je ne sais pas, mais on est quand même précurseur sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'était un travail difficile à organiser, qui n'est pas parfait, je le conçois vis-à-vis de certaines personnes, parce que de toute façon, ça reste un compromis. Et une félicitation, c'était quand même une demande ministérielle à la base pour essayer de trouver une solution. Je pense qu'on a trouvé une solution qui est quand même bien avancée. Merci à vous tous pour ce travail. C'est vrai qu'il y aura encore quelques petits points à la marge à faire et c'est, il ne faut pas l'oublier, un document qui est évolutif. Et si il est mis en application en Normandie, ça sera quand même de façon volontaire pour les propriétaires forestiers. Il n'y a aucune obligation de le faire. Et après, il sera retravaillé dans l'ensemble des autres régions françaises. Donc, c'est pas impossible qu'il soit amené à réévoluer dans le temps quand on aura sorti les premières annexes vertes, espèces protégées de Normandie. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous parce que je sais que c'est difficile. On partait je crois, de loin et on est arrivé quand même, malgré encore quelques petits couacs, à un compromis qui, je pense, est bénéfique pour les propriétaires, bénéfique pour la nature et bénéfique pour les gens qui travaillent en forêt parce que c'est eux quand même même si les propriétaires sont concernés, on peut arriver à travailler dans nos bois d'autres périodes de l'année, mais pour les gens qui travaillent réellement en forêt, de pouvoir travailler que 6 mois, c'était compliqué. Donc je pense que c'est un bon compromis, il faut pas l'oublier, et que c'est réellement une demande qui avait été faite des ministères à la base, et que c'est pas nous, CNPF Normand, Hauts-de-France Normandie, qui avions demandé à le faire. On a été choisis, hein, c'est très honorifique, mais c'est un beau boulot qui est encore un grand merci à vous trois et à toutes les équipes du CNPF Hauts-de-France Normandie. Merci à vous. Et puis, je pense que ça a été dit en début, mais l'ensemble des éléments seront en ligne sur notre site internet et sur cette page dédiée. Merci à vous. Il y a encore quelques commentaires, peut-être Guillaume, je vois que pendant que j'ai parlé, j'ai vu que ça remoulinait un peu peut-être, mais j'ai pas regardé, je sais pas ce que c'était.
On a des remerciements. On a Laurent Rousseau du CPIE qui nous remercie et qui dit: J'avais apprécié de rencontrer les gestionnaires forestiers lors de CGT sur le terrain, car la concertation et le dialogue en direct est l'un des moyens d'avancer et de trouver les meilleurs compromis possibles. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est Il y tout avait ce que je. également une question de Marius auquel j'ai répondu en direct parce que je ne savais pas si on allait avoir le temps de reprendre concernant les contacts vers les associations et les experts. Donc effectivement, dans une première version, ils étaient à l'intérieur du document. Mais comme ce document, il va être approuvé de manière officielle et très difficile à modifier, en tout cas dans l'état actuel des procédures, du coup, ça fait partie des éléments de la boîte à outils qui accompagneront l'annexe verte sur les différents contacts. Alors, on va la construire hein, par taxon, éventuellement par département, par territoire. Voilà, pour un accès, il faut qu'on réfléchisse à la forme la plus efficace pour ça, pour aller plus loin sur des espèces en particulier, ou sur les espèces. Par exemple, dans le cadre de travaux sur les mares, c'est vrai que c'est assez facile d'orienter les propriétaires et les gestionnaires vers la structure la plus appropriée en fonction de leur territoire. Mais voilà, essayer de regrouper tout ça sous la forme d'une fiche ou d'une page Internet facilement utilisable. Voilà, pardon, c'est parce que j'avais répondu directement et donc la question n'apparaissait plus. Voilà. Et je ne vois pas d'autres questions, je ne vois que des remerciements. Bien, merci pour tous ces remerciements. Oui. Et encore une fois, merci à l'ensemble des personnes qui se sont impliquées depuis le début, hein. Il y a eu quand même pas mal d'heures de travail de nos partenaires. Et on les en remercie. Je te laisse clôturer, Carly. Non, bah juste un petit mot pour dire que voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On reste ouvert et à votre disposition. Comme l'a dit Pauline, on vous remercie pour votre participation, que ce soit aujourd'hui au webinaire, aux ateliers, lors de la concertation, enfin, qu'importe. Tant que vous avez participé à un moment, nous, ça nous a été utile. Et voilà, je pense que Le webinaire sera donc mis en ligne dans les prochains jours sur la page dédiée du site internet, hein, comme c'était indiqué dans la première diapo. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette page sur laquelle il y a quelques questions, une foire aux questions qui a été évoquée, puis revenir vers nous pour tout détail supplémentaire. Merci Merci à vous. beaucoup. Au revoir. merci, au revoir.